Ah, il y a du monde en haut, il y a plein de monde en haut aussi. Bon, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous pour ces rencontres et d'abord je tiens à souligner et remercier pour la qualité de l'organisation parce que réunir 750 personnes professionnelles de tous horizons autour du tourisme pour faire évoluer cette belle cause et ce beau sujet, voilà, donc je voudrais remercier toutes les équipes, Pierre-Laurent en particulier, et toutes les équipes d'e-tourisme pour cette magnifique réussite. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Hop, c'est parti. Alors, vous reconnaissez forcément, ici on va prendre un peu de hauteur, on est à Pau, près des montagnes, donc là on est redescendu, mais vous reconnaissez forcément ces lieux. Ces lieux, c'est quoi? C'est le parc Disney, ça peut être en France, ça peut être aux États-Unis. On aurait pu prendre un magasin Nespresso, on aurait pu prendre d'autres marques comme ça emblématiques. Qu'est-ce qui est le plus frappant quand vous vous baladez, on arrive en période de vacances, dans ce parc Disney, dans cette magie de Disney? Il y a forcément la magie, la féerie des parcs d'attractions, cet environnement qui nous fait tous rêver. Ce que moi je retiens le plus dans cet environnement, c'est vraiment le fait que tout, la technologie, les gens, l'environnement, tout concourt à un environnement et à un écosystème, à une expérience qui soit la plus pure, la plus parfaite dans ce que vous allez vivre. Vous avez l'impression que tout est fluide, y compris au point que vous faites la queue pendant 1 heure, mais tout est fluide. Donc tout est liquide, tout est fluide, et c'est cette magie qui pour moi est vraiment parfaitement incarnée par l'exemple de Disney. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe dans le tourisme digital avec cette magie, cette expérience liquide, unique, que l'on doit proposer à l'ensemble de nos clients. Et donc c'est ce qu'on appelle le smart tourisme. On évoque souvent ce thème du smart tourisme et souvent des journalistes, partenaires, etc. nous disent « Mais alors, qu'est-ce que c'est que le smart tourisme ?» Le smart tourisme, c'est ça, c'est un tourisme qui est intelligent, c'est un tourisme qui se met à la place de ceux à qui il profite. Plus besoin de décaler mon heure de départ de train parce que mon device a tout de suite repéré que ma réunion avait du retard et a décalé mon horaire de train. Plus besoin de télécharger ou de requêter un guide de destination parce que la recherche que j'ai fait la veille vient automatiquement alimenter le trajet que j'ai en métro pour me dire voilà ce que tu recherches, ce que tu as recherché hier, ça a été updaté, les prix ont baissé et je te le donne maintenant. Plus besoin presque d'éteindre la lumière, de baisser le chauffage quand je pars de chez moi pour partir en vacances. Tout est connecté. C'est ça, le smart tourisme, c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, on n'est pas en train de parler de fiction ou bien de quelque chose qui est dans 4-5 ans. C'est ici même, à Pau, que ça se passe. C'est aujourd'hui, et c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Et mon intervention a un point majeur, c'est que je pense que c'est pas une question de rhétorique, c'est pas une question de conviction. Je pense que c'est aussi une question on va le voir, une question de survie et une question de pérennité pour le tourisme à la française. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui du coup de 3 choses. La première chose, c'est l'ère du smart tourisme pour qu'on décrive un petit peu ce que c'est. La deuxième chose, c'est que on prenne encore un pas de hauteur en se disant ce smart tourisme, il est juste l'illustration dans un domaine qui est le nôtre, mais d'un monde qui a changé. Et partageons quelques faits, quelques chiffres sur ce monde qui a changé. Et puis enfin, de se dire, mais c'est quoi les conditions de succès du smart tourisme en France? Alors, premièrement, comme le dit la diapo, bienvenue dans l'ère du smart tourisme. VoyageSNCF.com, nous sommes un e-commerçant. Et jadis, un e-commerçant, ça faisait simplement mieux qu'un vendeur, c'est-à-dire que ça mettait derrière un écran, l'ordi de l'internaute, simplement ce qu'avait le vendeur devant lui jadis, il y a 10-15 ans. Cette exhaustivité, cette fonctionnalité, on l'a barrée ici très clairement parce que ce qui est clé pour nous aujourd'hui, c'est l'émotion. Et ce nouveau rapport au tourisme, il est permis par le digital qui ne doit pas du tout être fonctionnel, mais qui doit être émotionnel. Ça, c'est un point clé. Et pourquoi est-ce que le digital crée de l'émotion dans le tourisme? Pour 3 raisons. Le premier, c'est que le digital permet une expérience qui est une expérience touristique augmentée.
elle est augmentée avant le voyage, elle est augmentée pendant le voyage et elle est augmentée après le voyage. Avec le digital, on a une nouvelle façon de vivre le voyage. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. La destination communique avec le voyageur. Alors, on peut citer plein d'exemples. Je pourrais citer un magnifique exemple qu'on a développé avec nos amis lyonnais, je salue François ici, avec un casque virtuel de réalité augmentée qui vous fait voyager déjà à votre destination finale. Et finalement, vous pouvez préparer votre voyage avec un Oculus aujourd'hui, en étant dans un train et en disant « je vais repérer ce que je vais faire exactement », et vous le préparez du mieux possible. Je vais prendre un autre exemple, c'est celui de Huge avec Paradis Ski, où cette réalité augmentée, elle vous permet non seulement d'optimiser votre parcours de ski, votre séjour pendant la semaine où vous êtes là-bas, mais elle vous permet aussi d'optimiser les pistes que vous empruntez au vu de l'affluence, de regarder par rapport à votre performance comment est-ce que vous pouvez adapter votre parcours, et puis de savoir à quelle heure venir chercher les enfants, parce que le moniteur de ski des enfants est tombé malade, donc il faut venir le chercher à 15h et pas à 16h. C'est cette réalité augmentée qui est permise par le digital, et on en a des exemples qui sont de nouveau ici et maintenant. La deuxième chose, deuxième caractéristique du smart tourisme, c'est une expérience touristique qui est intégrée, qui se fond dans la vie du touriste, c'est-à-dire qui vient donner la bonne information au bon moment pour la livrer de façon lisse, de façon simplifiée. C'est « j'attendais de toi, cher device, que tu me donnes cette info, eh bien tu me la donnes maintenant ». C'est ce qu'on appelle le fameux chrono responsive, qui ne vous montre pas la même information selon si vous êtes à une semaine de votre départ, la veille de votre départ, ou à 20 minutes de votre départ. Et ce qui vous est poussé dans le contenu que vous avez s'adapte à l'information que vous attendez à ce moment-là. Alors, on l'a développé, plein de gens le développent. Je ne suis pas ici pour faire la pub de voyagesncf.com. On l'a développé comme d'autres dans une feature qui s'appelle « Mon voyage » où ce qu'on vous met en avant, que ce soit sur le site web ou sur votre application, ce qu'on vous met en avant est exactement l'information que vous souhaitez. C'est-à-dire que quand vous êtes à une demi-heure de votre départ du train, on vous dit « là, maintenant, il faut vraiment y aller ». Et quand vous êtes à 10 minutes de votre départ du train, on vous indique plutôt le quai de départ du train, puisque c'est a priori ce que vous attendiez. Donc ce sont ces informations dynamiques qu'on fait évoluer en fonction du rapprochement de votre voyage. Et on vous a mis ça dans une petite vidéo qui doit se lancer logiquement. Acheter des billets de train en quelques clics est facile, mais parfois les à côté compliquent la tâche. Retrouver son billet, l'échanger, organiser son voyage sur place. En écoutant nos clients, nous avons compris qu'on pouvait leur simplifier encore plus la vie. C'est pourquoi nous avons créé Mon Voyage, un nouvel espace 100% personnalisé pour faciliter leur voyage après l'achat de leur billet de train. Il leur permet d'accéder à leurs informations de voyage plus facilement, depuis leur mobile, tablette ou ordinateur. En fait, il est un peu comme un compagnon de voyage, toujours à leur côté, prêt à les renseigner. Il leur donne l'heure de départ, le numéro de voiture, le numéro de place et bien sûr le e-billet. Il les aide à échanger ou annuler facilement leurs billets. Il propose même des solutions de transport depuis la gare, jusqu'à leur point de rendez-vous. Et ce n'est qu'un début. Demain, Mon Voyage donnera la météo à destination et proposera des idées d'hébergement. Il guidera chaque voyageur vers les meilleurs restaurants de sa destination, suggérera des idées d'activités sympas à faire sur place et des sites à découvrir. Mon Voyage sera un véritable guide de voyage personnalisé. Et parce que son but est de faciliter le voyage de nos utilisateurs, il est entièrement créé dans une démarche de co-construction. Ce sont les retours de nos utilisateurs qui guideront son développement futur pour une amélioration continue. Affaire à suivre donc. Hop, voilà. Donc une expérience augmentée, une expérience intégrée, on vient de le voir. Troisième caractéristique du smart tourisme, pour moi, c'est une expérience communautaire. On va se remettre quelques chiffres en tête sur le communautaire et l'importance du communautaire aujourd'hui. Ça n'est plus, c'est devenu une partie intégrante. Votre communauté, vos amis, votre réseau sont devenus partie intégrante de votre voyage. Alors, on le voit tous, chacun poste aujourd'hui ses expériences, les partages. Du coup, on a un taux de partage qui est évidemment infiniment élevé. Ce qu'on voit ici,
Je vous ai mis une petite slide de Google. Donc, ce sont des chiffres, je ne sais pas si vous arrivez à les distinguer, ce sont des chiffres Google sur les canaux. Et donc, comment est-ce qu'on s'inspire, par quel canaux est-ce qu'on s'inspire? On peut aussi, et donc vous voyez que le premier canal d'inspiration, il est Family, Friends or Colleagues. Voilà, source numéro 1 d'inspiration sur où est-ce que je vais partir en voyage. Plein d'études montrent ces choses-là de façon différente sous un autre angle. Il y a une autre étude qui est une étude de Deloitte qui, elle, regarde l'influence, le niveau d'influence sur votre prise de décision. Où vous voyez que les réseaux sociaux sont le deuxième canal d'information en matière d'influence sur où est-ce que vous allez aller. Donc, inspiration. Pendant que vous y êtes, évidemment, le voyageur est ultra connecté parce qu'on est à 90% de taux d'utilisation et de taux de connexion d'Internet ou du mobile pendant le voyage. Et puis, aujourd'hui, on peut le regretter ou pas, au contraire, il faut qu'on le loue. C'est une marque de confiance, les avis évidemment des consommateurs, des pairs, et beaucoup plus que l'avis de la marque. Aujourd'hui, 70% des gens disent faire plus confiance aux avis de leurs collègues qu'aux avis de telle et telle marque, même si telle et telle marque a tous les critères de confiance. C'est vraiment ce qui est clé dans les critères de décision. Donc évidemment, tout le monde généralise les avis, les ratings, les reviews. Et donc, ce voyage, non seulement on le prépare ensemble, mais on le vit ensemble. C'est ce qui a été fait au sein de la SNCF avec une expérience communautaire qui était GV Pop. En gros, si je simplifie, les gens votent pour les trains qui circuleront. S'il n'y a pas assez de votes, les trains ne circulent pas. S'il y a assez de votes, les trains circulent et celles et ceux qui ont voté dedans pour qu'ils circulent en sont informés avant les autres. Donc voilà pour moi le smart tourisme sur cette première partie, smart tourisme qui permet cette expérience augmentée, intégrée et communautaire. Si je prends un petit pas de recul et que je sors du domaine du tourisme, ce qui est clé, je pense, c'est qu'on se dise, en fait, ce smart tourisme, il est juste l'illustration, l'incarnation parfaite d'un monde qui a complètement changé et qui a complètement changé du fait de 3 révolutions majeures. La première révolution, au cours de ces 10 dernières années, pour moi, c'est une révolution technologique. La techno est la condition à tout ce qu'on se raconte ici et tout ce qu'on voit dans tous les domaines. C'est la techno qui permet de filmer toutes nos expériences, de les poster sur les réseaux sociaux, que ce soit partagé et que ce soit stocké quelque part là-haut dans le cloud, sans avoir à imaginer des espaces physiques de stockage gigantesques. La techno, c'est elle encore qui fait que plus de 2 milliards de personnes seront équipées de mobiles l'an prochain, et seront connectés en permanence en n'ayant d'ailleurs pas autre chose qu'un mobile et en ayant un premier usage, un premier contact avec la technologie qui sera un contact avec le mobile. Si on regarde chez nous, sur notre site, aujourd'hui, on a plus de 2/3 de l'audience qui est une audience sur mobile. Et on a encore parfois le réflexe de dire tiens, on va développer sur le web et ensuite sur le mobile. Non, on développe sur le mobile et ensuite on voit comment ça s'adapte au web. 2/3 du trafic qui est sur mobile. C'est pour ça qu'on a lancé donc une nouvelle appli la semaine dernière dont le but est vraiment de respecter tous ces codes d'intégration, de fluidité de l'expérience client et qui est pour nous un peu le meilleur de ce qu'on peut faire.
Là, vous voyez quelque chose qui est sorti il y a 2 semaines, et l'élément de nouveauté et peut-être de fierté le plus fort qu'on ait chez nous, c'est que cette nouvelle application, donc, qui concentre sur un tout petit carré, un tout petit rectangle, c'est compliqué, 10 cm sur 8, de mettre le condensé de tout ce qu'on y voit là. En fait, on n'avait aucune idée, j'exagère un peu, mais en tout cas, on n'avait pas l'idée préconçue, arrêtée au départ de ce qu'on allait faire. Et en fait, on l'a co-construite, cette application, avec plus de 100 000 clients qui nous ont donné leurs avis et qui ont contribué à dire voilà, c'est cet objet-là que je souhaite obtenir au final. Alors, on parle ici de mobile. Demain, on va être dans la révolution des interfaces, c'est-à-dire que je pense qu'on arrivera à un moment où sites web et applications mobiles peut-être n'existeront plus, en tout cas auront une importance et un volume, une notoriété, un usage très très faible. On sera dans la révolution des interfaces avec des commandes vocales, des boîtes type Amazon Echo, avec des casques, avec de la réalité virtuelle, du wearables, l'Internet des objets qui va se fondre dans votre environnement sans vous forcer à vous détourner, à revenir sur des sites web et applications. Le meilleur exemple, on le voit, les GAFA chinois qui pèsent aujourd'hui la moitié de la capitalisation boursière des GAFA américains nous donnent tout cet exemple-là et nous donnent la marche à suivre. Le meilleur exemple, il s'appelle WeChat. Sur WeChat, vous restez et vous faites tout ce que vous avez à faire, vos commandes, vos consultations, tous vos paiements. Vous avez votre vie sur WeChat, vous ne sortez plus de WeChat et c'est ce que demandent aujourd'hui les touristes chinois quand on développe notre site web en Chine. Donc ça, cette révolution technologique dans les outils avec la techno, je pense que après l'ère de l'avènement du mobile dans lequel on est, la suite, c'est l'avènement du sans mobile et des interfaces qui va venir. On a lancé là-dessus une première expérimentation avec un bot il y a maintenant 2 semaines, qui est une expérimentation qui est assez fulgurante. Est-ce que ça prendra, est-ce que ça prendra pas, les bots? On verra. Ce qui est sûr, c'est que on voit qu'il y a aujourd'hui un vrai appétit et un vrai étonnement positif dans l'usage de ces bots. Donc je vais vous montrer un 3e petit film qui va vous illustrer ça. Juste pour vous signaler, on aura demain matin un atelier qui traitera justement du sujet de bots, de messenger et aussi d'autres outils de la relation client. Donc si vous voulez en voir encore un petit peu plus sur le sujet. Là, on n'est pas dans la projection. Hein. Il suffit d'avoir son petit bot, d'avoir sous Messenger voyagesncf.com en ami, et vous avez le bot qui vous répond exactement et qui interagit avec vous exactement comme ça s'est vu là, d'une façon assez personnalisée, on le voit, et où le big data effectivement permet des choses qui sont aujourd'hui extraordinaires avec des traitements derrière d'intelligence artificielle, et cette personnalisation, elle permet d'aboutir à un niveau de relation et d'intimité, même avec un bot qui est assez bluffant. Alors forcément derrière il y a des enjeux déontologiques qu'il faut respecter sur la privacy, mais en tout cas cette révolution technologique, on voit d'où
on part et on voit où elle nous emmène dans un monde avec simplement des interfaces éclatées dans des écosystèmes qui sont des écosystèmes très très puissants, et puis des relations complètement nouvelles. Révolution technique, révolution aussi des usages. Là-dessus, ce qu'on voit sur la révolution des usages, une majorité de nos clients, de vos clients, dans quelques années, sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les millennials, qu'on regarde un petit peu encore, voilà, enfin, il y en a quelques-uns dans la salle, mais je n'en suis pas. Et donc on se dit, ah, les millennials, comment ils fonctionnent, c'est quoi leurs attentes? N'empêche que les millennials seront les clients majoritaires du tourisme d'ici moins de 10 ans. C'est ça la réalité. Ils sont cross-device, ils sont hyper connectés. Quand on regarde le temps qu'ils passent en moyenne sur un smartphone, ils passent en moyenne 3,2 heures par jour sur le smartphone, ce qui fait que dans une semaine, sur les 7 jours de la semaine, il y a une journée qui a été passée derrière le smartphone par le millénial. Donc ça, c'est une nouvelle façon de consommer, c'est un nouvel usage, mais ils sont aussi, les millennials, engagés et ils souhaitent avoir du sens. Et ce qu'on sait peut-être moins, une stat qui a été sortie par Atout France tout récemment, c'est que quand ils voyagent, ils consomment plus que la moyenne. Et ça, c'est une opportunité qu'on n'a pas forcément en tête aujourd'hui. Donc, évidemment, il faut absolument digitaliser de plus en plus les destinations. C'est vrai pour les générations, c'est vrai aussi pour les marchés. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour attirer, il y a eu beaucoup d'articles récemment sur les touristes chinois qui étaient moins présents cette année en France, moins 25%. Pour les attirer, clairement, il faut être dans cet apport d'usage qu'ils souhaitent. Et donc, dans les critères, parmi les 2 premiers critères qu'a un Chinois pour choisir une destination, un hôtel ou un train, il y a est-ce qu'il y aura du Wi-Fi ou pas. S'il n'y a pas de Wi-Fi, on peut montrer les plus beaux endroits du monde, les susciter, leur faire découvrir. Ce ne sera pas un critère de choix pour le Chinois. Donc il est vraiment clé qu'on soit complètement dans qu'on réponde à cette révolution des usages. Et puis le 3e point, c'est la révolution des destinations. Et je pense que ça, c'est fondamental pour notre sujet, c'est qu'on est dans un monde de compétition qui est un monde de compétition violent, féroce. Pourquoi? Parce que ce qui se trame derrière, ce sont des milliards d'euros qui sont en jeu, ce sont des sujets d'État-nation qui sont en jeu. Et donc, la révolution du digital et de la digitalisation du tourisme, c'est ça qu'elle tire aussi. Et donc, je vous invite à taper, par exemple, sur Google, quelque chose qui serait les 10 pays les moins chers du monde. Vous allez voir ce qui ressort. Ou bien, je vous remontre quelqu'un qui est encore aux affaires, mais qui a dit en janvier 2012, donc ça date un petit peu, janvier 2012, qui a dit « Je veux qu'il y ait plus de touristes ici à l'avenir. Je veux que les États-Unis soient la première destination touristique au monde. » Le tourisme, dans le monde, c'est un secteur qui est en croissance de 8% par an ces 5 dernières années. Dans le monde, secteur qui est en croissance de 8% par an. On sait qu'il pèse en France 7,5% du PIB. Et quand on sait que la France a perdu 1 point de part de marché dans cette compétition monde depuis 5 ans, quand on cumule les pertes, le manque à gagner pour la France sur 5 ans, on arrive à peu près une dizaine de milliards d'euros. Pourquoi? Parce que dans un gâteau qui a grossi, la part qu'on en a prise, nous, France, Destination France, a simplement été réduite. Et donc, dans ce contexte-là, l'enjeu, il est quoi? Est-ce que le smart tourisme qu'on se décrivait tout à l'heure, qu'on décrivait ensemble, est-ce qu'il arrive à faire de la France, de cette destination, un facteur de différenciation pour qu'on soit choisi, qu'on soit élu dans cette compétition mondiale? Et c'est ça l'enjeu. Alors certains l'ont parfaitement compris. Vous avez ici à l'écran l'exemple de la Suisse. La Suisse, elle a développé une vingtaine d'applications à peu près pour que les touristes puissent tirer le meilleur de leur séjour. Donc il n'y en a pas des centaines d'applications, mais il y en a une vingtaine, blockbusters, connectées, reliées entre elles, pour dire vraiment on conçoit des offres et on conçoit des applications qui font de notre pays un des blockbusters. Ce qu'on voit cette année, dans cette année de marasme économique, c'est que les touristes asiatiques, par exemple, tourisme chinois, par exemple, ou coréen, sont toujours fidèles à la Suisse.
la destination suisse est en croissance. Alors, il y a des questions de sécurité aussi, mais cette vraie concentration des moyens, unicité de vision au niveau de tous les acteurs d'un pays, c'est ça qui fait que le tourisme en Suisse croît chaque année régulièrement. Et c'est mon troisième point aujourd'hui, et la vraie question, la seule question qu'on a aujourd'hui à aborder ensemble, et qu'on doit travailler ensemble, c'est comment est-ce que la France disrupte le tourisme plutôt que le tourisme ne disrupte la France, qui est plutôt la tendance qu'on est en train de voir. Et c'est vraiment ça l'enjeu pour nous. Et là, on a deux choses qui sont clés pour nous. On a les plus beaux joyaux qui existent au monde, donc la France, avec toute sa richesse culturelle, patrimoniale, tous les acteurs, les paysages. Et puis on a un écosystème digital français qui est reconnu comme étant un des plus riches, c'est-à-dire vraiment dans le top 3 avec Israël, avec la Silicon Valley, et qui est vraiment reconnu. On était la deuxième nation la plus représentée au CES de Las Vegas l'an passé. Donc on a deux joyaux entre les mains, et ce à quoi on assiste, c'est qu'on n'arrive pas aujourd'hui complètement à faire se réunir ces deux joyaux et à faire en sorte qu'on ait un renforcement mutuel de tout l'écosystème digital français au bénéfice du tourisme. Alors, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, il est que la France soit la destination maître d'œuvre, premier, pionnier dans la réalisation de cette bascule vers un smart tourisme. On se souvient tous du cap qu'on a tous, dont on rêve, c'est les 100 millions de voyageurs touristiques, de touristes chaque année en France, le cap donné pour 2020 par Laurent Fabius. Ça, c'est le cap. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, en recettes touristiques, la France est numéro 4, vous le savez. On est derrière l'Espagne, on est derrière la Chine, on est derrière les États-Unis, et on descend un petit peu, mais doucement, dans le classement chaque année. Et pourtant, je suis convaincu qu'on a tous les atouts en main. Ici, on est 750 ici, au cœur du sujet. On a tous les atouts en main, la France a tous les atouts en main pour réussir. L'offre touristique, j'en ai parlé, les champions digitaux. On prétend, nous, être évidemment l'incarnation de ces champions digitaux, vu notre taille de leader dans le e-tourisme, vu aussi le poids de l'international chez nous, vu nos capacités technologiques. Mais le sujet, il n'est pas là, il n'est pas de dire on va chacun raisonner en silo pour faire des choses séparément. L'enjeu, il est de travailler avec tous les partenaires. Et alors, je ne vais pas tous les citer, mais on est, nous, ravis de travailler super bien avec Lyon, avec Paris, avec Nantes, avec le Morbihan, avec la Côte d'Azur en particulier dans ces temps un peu compliqués. Mais l'enjeu, c'est quoi? C'est de se dire, on va travailler en mode partenarial. Et c'est vraiment ça l'enjeu qui est aujourd'hui l'enjeu crucial, c'est de bosser, que tous ces champions digitaux qui sont là bossent en mode partenarial pour comprendre ce que chacun apporte à l'autre et la pertinence dans le positionnement de chacun et les renvois respectifs dans un parcours client digital fluide et rendu beaucoup plus puissant. Et je pense là-dessus, très honnêtement, qu'on a encore des progrès à faire pour que chacun ne s'invente pas champion de ce que son petit voisin fait de mieux en matière de champion digital. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, nous, dans notre contribution, et donc vous voyez ici, par exemple, notre carte européenne, dans notre contribution à l'émergence de cette destination France comme pionnier du smart tourisme dans le monde, et c'est quelque chose qu'on a décidé de lancer et d'annoncer aujourd'hui à Pau, c'est de lancer un accélérateur du e-tourisme. Cet accélérateur du e-tourisme, que je vais vous mettre ici, c'est un accélérateur du travel, et il dit voyagesncf.com doit assumer son rôle dans l'écosystème de gros acteurs dans l'écosystème, et donc il doit faire en sorte que tous les assets de la France et tous les assets de l'écosystème digital français se réunissent pour travailler mieux ensemble, se comprendre et créer des expériences nouvelles au service du développement du tourisme en France. Alors, on a lancé le galop d'essai il y a maintenant 3 mois en sélectionnant 3 startups et en les accélérant dans nos locaux. On a appris à bosser avec elles et surtout on s'est dit faisons-le en toute humilité parce que
ces startups, notre but, c'est de les accélérer, qu'elles bénéficient au tourisme, à vous tous, et non pas qu'elles nous bénéficient nécessairement à nous. Et si on n'a pas de business à faire avec elles à la fin, eh bien, tant pis, c'est pas grave, c'est pas ça qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est que leur audience, la qualité de leurs produits soit accélérée après les 4-5 mois qui avons passé avec nos équipes, et on a décidé de leur consacrer à chaque startup 800 heures des équipes voyagesncf.com, donc 800 heures pendant une durée à peu près de 5 mois. Et donc là, on arrive à la fin de notre premier batch. Pourquoi ? Pour leur dire, eh bien, on vous met à disposition nos assets, c'est-à-dire notre audience, nos produits, nos skills, nos people. Et donc, c'est donné, c'est un win-win où on vous met à disposition ça pour que, à la fin de votre accélération chez nous, eh bien, vous soyez beaucoup plus fort que si d'ailleurs on vous avait donné 1, 2 ou 3 millions. Dans cet accélérateur qu'on a nommé ACT 574 comme accélérateur du tourisme et 574 en référence au record de vitesse du TGV, qui est 574 km/h, eh bien, on est, et je suis particulièrement fier de vous annoncer en avant-première aujourd'hui que on crée cet accélérateur du e-tourisme pour vous, pour toute la collectivité du tourisme, pour toutes les startups. On en a plus de 100 qui sont venus nous voir en disant on souhaite faire partie de cet accélérateur. On en a sélectionné un premier gros batch de 20 pour dire ces 20 startups-là méritent d'être dans notre accélérateur. Et puis après, un jury qui est composé de nous, mais aussi de nos partenaires, partenaires touristiques, partenaires de l'écosystème technologique. Le jury a sélectionné au final 3 startups, et donc ces 3 startups qui s'appellent pour le premier batch Cocoré, Mitigate et Optionizer, qui chacun ont des skills particulières sur le partage des passions, sur l'optimisation de la pose d'options pour l'internaute, ou bien sur l'utilisation la plus forte des données météo pour croître un business. Eh bien, ces startups, elles ont bossé avec nous. Elles reviennent honnêtement en nous applaudissant et en nous disant franchement, continuez ça et continuez à donner à l'écosystème ce temps que vos people ont donné. Pour la petite anecdote, au début, on s'est dit, est-ce qu'on impose au sein de voyagesncf.com à mes équipes, est-ce que je leur dis, vous devez consacrer 1 heure, 2 heures par semaine pour aller voir ces startups et contribuer à leur accélération? On s'est posé la question et on a une philosophie qui est celle plutôt du volontariat, celle de la bonne volonté, et on a eu raison parce qu'en fait, on a eu beaucoup plus de volontaires que nécessaire pour donner aux startups 800 heures de notre temps, et tout ça est très bien parce qu'on a partagé nos cultures, on a partagé nos valeurs, on a partagé nos savoir-faire, et aujourd'hui, on se retrouve avec des résultats qui sont vraiment excellents au dire des 3 startups, c'est-à-dire qu'elles vont nous quitter en novembre avec une optimisation de leur modèle, et je pense 6 mois, 1 an, voire 2 ans de gagner, parce que pouvoir bénéficier de notre audience, de nos produits, c'est quelque chose qu'elles n'auraient jamais pu avoir sinon. Donc ce premier batch étant réussi, eh bien, on va lancer un second batch. On est dans la phase de sélection des startups pour accélérer de nouveau 3 startups pendant les 4 premiers mois de l'année 2017, et on fera comme ça avec 3 batchs par an d'accélération de 3 startups, ce qui fait que chaque année, on pourra accélérer une petite dizaine de startups. Et je pense que c'est ce genre de contribution, d'action, c'en est une ici à notre niveau, mais toutes ces actions qu'on mène avec tous les partenaires de la destination, en particulier Office de tourisme, comités régionaux du tourisme, nécessitent vraiment d'être vues dans un écosystème global, partenarial, et c'est ça qui va faire de notre pays un pays d'incarnation du succès du smart tourisme. Voilà un peu ce que je voulais vous proposer comme élévation aujourd'hui près des montagnes pyrénéennes, en se disant la France doit saisir, c'est une question cruciale, c'est une question de survie, elle doit saisir cette opportunité de se réinventer, de réinventer ce pacte émotionnel autour du tourisme. Cette smart destination touristique française, elle ne peut être obtenue que par la collaboration de tous les acteurs, et c'est ça qui va faire que on va se relever de la crise actuelle, qui est une crise certes conjoncturelle, mais aussi structurelle, si on se dit les choses très clairement. Et pour y arriver, il y a un seul mot qui compte, c'est celui du partenariat, celui de la convergence. Alors, quand je regarde qu'est-ce qui empêche de faire ça, la réponse c'est rien. Il faut juste s'ouvrir aux autres,
écouter les autres, s'écouter, et ces rencontres en sont la plus belle incarnation. Donc, je m'étais dit, allons-y. Je comprends que le mot d'ordre palois d'aujourd'hui, c'est plutôt dans l'ordre banane, pêche, patate, puisque j'ai compris que c'est ça qu'il fallait qu'on ait. Donc voilà, c'est le go que je voudrais qu'on se donne tous ensemble au travers de ces rencontres et de ces échanges. Merci beaucoup pour votre écoute. Et je suis ouvert à toutes vos questions, que ce soit sur Smart Tourisme, révolution dans le monde actuel au niveau de la techno, des usages ou du collaboratif, ou bien comment tous les acteurs s'entendent, s'écoutent et travaillent ensemble. Merci Franck. Un petit verre d'eau peut-être. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Et encore une fois, on a des micros qui peuvent vous permettre de prendre la parole directement. Allez-y, levez la main, ne soyez pas timide. Oui, on a une question ici. Alors, la journée a été très longue, hein. Vous allez avoir une belle pause tout à l'heure, donc à partir de 20h, Salon des Ambassadeurs, complètement au fond de la salle, et qui va durer très tard grâce à des destinations qui vont animer cette soirée. Demain matin, on attaque à 9h pour encore une grosse journée, hein, donc profitez-en. Allez-y. Bonsoir, merci déjà pour tout ce que vous venez de dire, c'est très inspirant, ça fait du bien. Je ne vous vois pas, dites-moi où vous êtes. Je suis là. D'accord. Et on a eu la chance hier d'échanger avec certaines de vos équipes pendant les ateliers de l'ET Lab. Et on connaît certaines de vos équipes par ailleurs. Et moi, je trouve remarquable l'alignement qu'il y a dans vos équipes et dans les équipes de Voyage SNCF sur le smart tourisme, sur la transformation et sur le fait de se recentrer sur les clients. Et je pense que ça n'a peut-être pas été simple et que ça a pris un peu de temps. Et je voudrais savoir comment on fait pour embarquer toute la machine Voyage SNCF dans un vrai projet de transformation comme celui-là et pour aligner tout le monde, parce que je trouve que c'est remarquable. Est-ce qu'on peut vous demander juste de vous présenter rapidement quand vous posez une question? Oui, Laure-Lise Chopard, je suis consultante en stratégie plutôt de transformation, et je suis contente que vous avez cité un projet que j'ai accompagné, qui est le projet Huge. Donc ça me fait plaisir. Voilà. Okay, voilà, donc un message d'amour et une question. Un message d'amour et une question. Donc merci pour le message d'amour. Et réponse à votre question, je pense que les mots-clés qui me viennent en réponse à votre question, c'est des mots humilité. Donc savoir être humble, parce qu'on peut dire, se gargariser de on est le premier site d'e-commerce, etc. Mais quand on regarde qui on est, on fait 4,5 milliards de volume d'affaires. D'autres que nous en font 10 fois plus dans le monde. Donc, regardons pas plus petit que nous, mais regardons plutôt plus haut que nous. Donc, humilité, valeur, et on a des valeurs chez nous qui sont audace, team player, client et simplicité, frugalité. Donc, il faut que tout le monde respecte ces valeurs. Et quand on recrute quelqu'un, eh bien, il faut que la personne soit dans le mood de ces valeurs. Et à la fin, en fait, ce qui motive tous ces jeunes, parce qu'il n'y a que des jeunes chez nous, sauf moi, mais ils ont 33 ans de moyenne d'âge, les gens chez voyagesSNCF.com. Ce qui les motive, cette génération Y, Z, c'est quoi? C'est le sens qu'ils ont et ce qu'ils ont apporté comme valeur, comme comment rendre le monde meilleur, rendre les voyages plus faciles, la consommation plus forte à la fin de la journée. Et c'est vraiment ça qui les motive en leur disant, eh bien, on va le faire dans ce cadre-là, et dans ce cadre-là, on va vous donner des responsabilités, et ça implique une prise de risque de la part du management, parce que quand je vous dis que l'application mobile, il y a 6 mois ou il y a 4 mois, je ne sais pas ce qu'elle va donner, je ne sais pas quel va être son design, sa tête finale, c'est quand même aussi une partie de risque, parce que je pourrais me dire, non, mais moi, je ne veux pas que vous fassiez le premier développement tant que vous ne m'avez pas montré les wireframes finaux, tout le parcours client, que vous ne m'avez pas sécurisé sur le taux de conversion qui ne se dégrade pas, la satisfaction qu'augmente, que tous les avis clients ont été pris, que vous avez remonté le sujet au niveau de Guillaume Pépi, qu'il a validé, et là, il se passe 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, les usages ont changé, la techno a changé, et nous, on n'a pas bougé. Et c'est ça qu'on ne veut pas. On veut au contraire dire, on est en permanence dans un cycle d'interaction avec le client, soit avec des grosses évolutions comme ça, soit des évolutions en continu, en A/B test et en petit développement. Voilà, donc humilité, focus autour du client, et puis partage de valeur, responsabilisation, parce que c'est ça qu'on souhaite aussi pour nos people, c'est qu'ils soient ravis dans ce qu'ils font tous les jours, et donc ils s'épanouissent quand ils font ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Allez-y, levez la main si vous en avez une.
On a vu en attendant une question dans la vidéo, la première vidéo, une petite référence à Apple et Steve Jobs avec le One More Thing. Est-ce qu'il y a d'autres sociétés comme ça qui vous inspirent justement dans vos développements, dans la façon dont vous managez les équipes justement vous évoquiez tout à l'heure quelque chose qui se rapproche un peu de ce que fait Google avec je consacre 10% à un projet qui me tient à cœur, des choses qui... Qu'est-ce qui aujourd'hui, quel est le type de société qui vous inspire ? Au niveau de la culture, c'est vrai que les sociétés de la Silicon Valley, moi j'y ai passé une semaine, là, il y a 2 semaines, c'est à la fois ces sociétés, donc je ne vais pas les citer, sinon on va me dire que j'en cite une plutôt qu'une autre, mais vous prenez les GAFA. Pourquoi est-ce qu'ils réussissent comme ça? C'est qu'à un moment donné, il y a cet alignement sur la vision, il y a quelques règles simples, alignement sur la vision, et ensuite, la deuxième clé, c'est l'efficacité dans l'exécution. Et souvent, en fait, on pêche un peu en France parce que soit la vision n'est pas la bonne, ou elle n'est pas partagée par tout le monde, ou bien dans la mise en œuvre, on n'a pas d'efficacité dans l'exécution. Et nous, l'efficacité, vous tous, hein, c'est un time to market qui est réduit, des releases qui soient très très fréquentes. Voilà, nous, on est à une release tous les 15 jours, on sort 20 nouveautés par mois, c'est bien. Il y en a d'autres, par exemple Amazon, qui sortent aujourd'hui une release par jour. Voilà, une release par jour. Et donc, vision et efficacité dans l'exécution, je pense que c'est ça, les 2 éléments clés dont on doit s'inspirer. Et puis, quelque chose que je trouve on ne doit pas perdre, et franchement, on a tout pour réussir dans le tourisme en France, tourisme digital en France, c'est cette confiance. Quand vous allez là-bas, quand vous revenez avec un truc partagé par tout le monde, c'est la confiance. L'échec est une réussite là-bas. Pourquoi? Parce que, après un échec, vous avez simplement compris pourquoi le projet que vous avez mené n'était pas le bon. Mais vous en avez tiré des enseignements, et dès lors que vous savez rebondir après l'échec, ça s'appelle une réussite. En France, quand vous avez un échec, on vous dit bah, vous avez échoué. Voilà. Donc je pense que tous, managers, dirigeants, patrons de start-up, ici, il faut vraiment qu'on diffuse cette culture, cette valorisation de l'échec en termes d'apprentissage. Et il faut qu'on dise, qu'on communique sur nos échecs. Et c'est quelque chose qu'on fait chez nous, qu'on commence à faire chez voyagesncf.com, c'est donner vos échecs, mettez-les sur la place publique, en tout cas en interne, et soyez-en fiers, parce qu'il n'y a pas de honte à échouer. Donc c'est cette culture-là, des boîtes qui sont effectivement plutôt aujourd'hui une culture américaine, ouest-américaine, dont je pense qu'il faut qu'on s'inspire. Ouais. Mmh. Donc peut-être un Failcon l'année prochaine aux ET12, aux ET13, on y réfléchira, peut-être avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai vu une passer sur Twitter, là, qui sur le ton humoristique demandait si Franck Gervais était venu en train jusqu'à Pau. On va rappeler que voyagesncf.com ne vend pas que du train. Alors Voyage SNCF vend aussi de l'hôtel, de l'avion, etc. Non, je suis venu en avion parce que c'est 1h05, 1h10, et que moi là-dessus, j'ai un avis qui est très très clair, c'est qu'il y a une pertinence pour chacun des modes de transport. Si vous voulez faire l'aller-retour dans la journée à Pau ou à Nice, la meilleure façon de le faire aujourd'hui, elle s'appelle l'avion. Si vous voulez aller à Lyon, si vous voulez, en étant parisien, je raisonne avec mon tropisme parisien, si vous voulez aller à Lyon, si vous voulez aller à Bordeaux, si vous voulez aller à Londres, à Bruxelles, tout ça se fait entre 1h30 et 2h. Là, il n'y a pas photo, il y a une valeur du temps, une valeur du déplacement qui est sans commune mesure pro-train, mais voilà, il en faut pour tous les modes de transport, il faut que ça convienne à l'usage et aux clients. Très bien. Mais écoutez, si on a épuisé les ressources de notre assistance pour ce soir, de toute façon, Franck Gervais passe Je reste là ce soir. La soirée avec nous, donc vous aurez l'occasion de le croiser et de lui parler plus directement. On vous remercie aussi pour cette annonce. Donc, on a une dizaine donc, de start-up, pas forcément liées directement via le SNCF, qui demain vont venir enrichir l'écosystème du tourisme et on l'espère de nos destinations. Merci beaucoup à vous. Merci, à tout à l'heure.